Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au point de presse du ministre responsable de l'administration gouvernementale et président du Conseil du Trésor, M. Christian Dubé, et du ministre des Finances, M. Éric Girard. La parole est à vous. Alors, merci beaucoup. Merci et bonjour à tout le monde. Effectivement, je suis très heureux aujourd'hui de vous annoncer des bonnes nouvelles. Avec mon collègue, le ministre des Finances, nous savons tous que nous traversons en ce moment une tempête inhabituelle et la COVID est venue bouleverser nos vies, nos relations avec les autres, mais particulièrement notre économie. Alors, pendant des semaines, l'économie du Québec s'est mise sur pause. Les activités, on le voit, reprennent peu à peu, mais il est du devoir de l'État québécois de faciliter la reprise avec tous les moyens mis à sa disposition. Nous voulons aider, soutenir, faciliter, agir pour accélérer la relance. Le projet de loi que j'ai déposé ce matin nous permettra d'agir sur plusieurs fronts et de limiter les conséquences de la pandémie sur nos activités économiques. Tout récemment, nous avons annoncé, vous vous en souvenez, le devancement du plan québécois des infrastructures pour l'année en cours de l'ordre de 3 milliards de dollars pour le mettre à la hauteur d'environ 14 milliards. Au moment de cette annonce, je disais qu'il nous fallait trouver des manières d'accélérer la mise en chantier de plusieurs projets. L'annonce d'aujourd'hui vient exactement en lien avec la suite de cette annonce-là il y a quelques semaines. 3 composantes. Premièrement, les mesures qui sont liées aux infrastructures. Le gouvernement a d'abord déterminé une liste d'environ 200 projets d'infrastructures identifiés comme favorisant la relance économique. Ces projets, qui sont rendus publics avec le projet de loi, bénéficieront de conditions pour accélérer la réalisation. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Ces projets ont un potentiel fort de générer des emplois et de reviser l'économie. Mon collègue vous en parlera un petit peu plus tard. Il est important de noter que l'annonce d'aujourd'hui tient compte des enjeux qui sont chers aux Québécois, tels que l'environnement ou le respect de la faune. Les mesures proposées visent à accélérer certaines démarches, et je les mets en 4 points, à savoir l'aménagement et l'urbanisme, des mesures qui sont liées à des acquisitions de biens de gré à gré ou aux expropriations. Troisièmement, des mesures qui sont liées à l'occupation du domaine de l'État, c'est-à-dire des terres qui appartiennent à l'État, et l'étude d'impacts environnementaux. Ces mesures d'accélération seront mises en place de façon temporaire pour 2 ans et ne pourront en faire bénéficier un projet au-delà de 5 ans. Maintenant, de quel type de projet on parle? Les 202 projets, pour être exact, qui ont été identifiés et que nous les avons regroupés dans 5 catégories, s'inscrivent dans les priorités du gouvernement, vous ne serez pas surpris, et encore une fois, ont un potentiel de créer des richesses dans toutes nos économies et dans toutes nos régions du Québec. Prenons par exemple en éducation. Encore une fois, vous ne serez pas surpris. Nous allons accélérer des projets de rénovation de nos écoles primaires et secondaires et des constructions de nouvelles écoles plus modernes. Dans les 202 projets, 39 se rapportent en éducation. En santé, encore une fois, vous ne serez pas surpris. Nous pourrons procéder à la construction, la rénovation ou l'agrandissement de CHSLD et de certains hôpitaux. Nous allons aussi apporter d'importants travaux de construction à 48 maisons des aînés partout au Québec. Nous voulons offrir à nos personnes âgées en milieu de qualité de vie et nous souhaitons que les employés qui y œuvrent bénéficient aussi d'un environnement de travail de qualité. On le sait que ça n'a pas été le cas dans les dernières années. Donc, en santé, c'est un total de 90 projets pour la santé sur les 202 dont je vous parlais tout à l'heure. Le projet de loi aussi permet d'amorcer plus rapidement 34 projets routiers. Par exemple, certains ponts, et on le sait, ont besoin d'être construits. Encore une fois, vous ne serez pas surpris, transport collectif, développement durable. En matière de transport collectif, nous souhaitons avancer plus vite pour 16 projets importants. Le prolongement du REM en fait partie et le prolongement de certaines lignes de métro
fera l'objet d'une analyse attentive. Comme je le disais lors du dépôt du Plan québécois des infrastructures en mars dernier, et qui est toujours pertinent aujourd'hui, le volet des transports collectifs s'impose comme un outil majeur de lutte contre les changements climatiques et de la décongestion et est un formidable outil de développement économique créateur d'emplois. Finalement, 23 autres projets favorisant la relance économique ont été aussi désignés. Je pense entre autres au réseau ferroviaire de la Gaspésie et la ligne Appalaches-Maine d'Hydro-Québec. Il s'agit de soutenir la relance de toute une industrie puisque cela permettra à la fois de consolider l'emploi et de soutenir ceux qui y contribuent dans l'industrie de la construction, qu'il s'agisse de fabricants principaux, mais aussi de sous-traitants. Et nous ferons une pierre deux coups, puisqu'en plus de contribuer à la relance de l'économie dans toutes les régions du Québec, ces projets nous permettront de bénéficier d'infrastructures modernes et sécuritaires, sans compromis sur la qualité et plus rapidement. Donc, plus d'infrastructures, impact important sur l'économie. Il y a d'autres éléments dans le projet de loi. Je n'irai pas en détail tout de suite, mais je pourrais répondre à votre question. On va plus loin que la dimension purement économique et je crois que ça vaut la peine de soulever quelques mots là-dessus. Sur le plan de la justice, par exemple, on prévoit la prolongation de certains délais en matière pénale pour éviter que des infractions demeurent impunies en raison des délais provoqués par l'état d'urgence. Le projet de loi permettra aussi au gouvernement d'offrir davantage d'agilité et de rapidité d'exécution dans le processus d'acquisition des organismes publics et du monde municipal, tout en préservant l'intégrité des marchés publics. Je le dis souvent et je le répète, il faut que les différents ministères travaillent en étroite collaboration pour la réalisation d'un seul projet. Et ce projet de loi en est un bel exemple. Il est le fruit d'un travail avec les ministères des Affaires municipales, de l'Environnement, de la Forêt et de la Faune, des Transports et de l'Énergie. En conclusion, en raison de la pause, le secteur public doit prendre un peu plus de place pour que le secteur privé se remette sur les rails. Quand l'activité économique est bonne, ça crée de la richesse et cela permet de soutenir les programmes sociaux, de soutenir les individus ainsi que les entreprises. Notre gouvernement pose un geste responsable aujourd'hui. Notre projet de loi est bon pour tout le Québec et pour toutes les régions du Québec. Je vous invite à prendre connaissance du projet de loi et à suivre les discussions en Chambre. J'espère que le projet bénéficiera d'une bonne collaboration de l'opposition. Ce que j'ai entendu ce matin à l'Assemblée nationale de l'opposition, je trouve très encourageant. Je sens que les gens sont là, comprennent notre objectif et j'apprécie énormément les commentaires qui sont venus des différents leaders de l'opposition durant l'Assemblée. Et vous voyez que ce n'est pas dans mes notes. Je pense aussi sincèrement que les mesures qu'il contient seront accueillies de façon positive par les Québécoises et les Québécois qui y verront de nouvelles raisons d'envisager l'avenir avec confiance grâce aux efforts qu'ils ont su mettre en commun jusqu'à maintenant. C'est notre tour de donner un coup de main. Je cède maintenant la parole à mon collègue, mon ministre des Finances préféré, M. Éric Girard. Merci. Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, l'annonce d'aujourd'hui vise à faciliter la relance de l'économie québécoise dans le respect des principes de rigueur, protection de l'environnement, intégrité. La crise de santé publique que nous vivons, la pandémie, a engendré une interruption de l'économie mondiale importante. Nous vivons la pire récession de l'économie mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous estimons que le PIB mondial sera en baisse de 4 % cette année. Et donc, le gouvernement du Québec doit stimuler l'économie, doit se substituer à la demande privée, doit aider à la relance. C'est notre rôle. Et par ailleurs, j'annonce aujourd'hui que je présenterai le 19 juin l'énoncé complémentaire sur l'état des finances publiques et l'économie québécoise.
L'information qui sera contenue dans cet énoncé sera l'information qui sera disponible en date du 9 juin. À ce moment-là, je réviserai le solde budgétaire 19-20. Je donnerai l'état des revenus et dépenses avec précision pour ce qui est des dépenses en santé. Je pense que c'est important. Et le solde budgétaire 2021 et ainsi qu'une révision de notre estimé du PIB du Québec en 2020. C'est seulement à l'automne, lors de la publication de la mise à jour formelle, que nous pourrons présenter un cadre financier sur un horizon de 5 ans et montrer la trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire. Je vous remercie. Je vous remercie, messieurs les ministres. Nous allons amorcer la période des questions, d'abord en français, ensuite en anglais. Alors, je cède la parole à Tommy Chouinard de la presse. Bonjour. D'abord, expliquez-moi, M. Dubé, exactement quelles sont les étapes que vous voulez, en quelque sorte, réduire ou éliminer dans le cadre d'un projet que ce ne serait pas possible de faire dans le cadre normal? Premièrement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a bien des projets qui sont en ce moment dans le plan québécois des infrastructures, mettons à la hauteur de 14 milliards pour l'année en cours, qui n'ont pas besoin de mesures d'allègement, qui sont capables de procéder à la vitesse, je dirais une vitesse qui est acceptable dans les circonstances pour être capable de les livrer. Mais on se rend bien compte que si on veut être capable de livrer dans un environnement qui est plus difficile, il faut avoir un registre de projets qui peuvent profiter de certains aménagements. Je vous donne des exemples. Alors, lorsqu'on dit au niveau municipal, ou par exemple, je pense que le meilleur exemple que je peux penser, c'est des maisons des aînés. On en a une quarantaine qui ont déjà été annoncées, donc ils font déjà parler du PQI. Mais si j'allais à la vitesse normale de demander une approbation, même sur une terre qui appartient au gouvernement du Québec, j'aurais des délais assez importants avant d'être capable d'avoir mon premier permis de construction. Alors, dans ce cas-là, particulièrement si c'est une terre qu'on appelle du domaine de l'État, je suis en mesure d'obtenir mon permis plus rapidement, de pouvoir commencer en autant, puis on l'expliquera très bien en briefing technique ce soir aux oppositions, on va pouvoir le discuter, mais je pourrais demander à la Ville de m'assurer que ça répond au plan d'aménagement de la Ville, que ça répond, par exemple, est-ce qu'il y a des droits acquis ou des servitudes qui sont là-dessus. Alors, on n'ira pas à l'encontre ni de loi ni de règlement, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que les délais, il y en a qui appellent ça de la bureaucratie. Moi, j'appelle ça une façon d'être plus agile. Alors, je vous donne un exemple, que ce soit pour des écoles, que ce soit pour des maisons pour personnes aînées, que ce soit dans la rénovation de CHSLD. On va essayer en amont d'avoir les autorisations plus rapidement qu'on les aurait en cas normal. Voilà. Maintenant, l'état d'urgence sanitaire permet au gouvernement d'avoir, donc, accorde au gouvernement des pouvoirs assez exceptionnels, n'est-ce pas? On l'a vu avec les différents arrêtés ministériels qui ont été adoptés. C'est des décisions qui, normalement, doivent faire l'objet de débats, voire d'adoption d'éléments à l'Assemblée nationale. Le projet de loi dit qu'on le prolonge pour une durée, en fait, indéterminée jusqu'à ce que le gouvernement souhaite bien que ce soit maintenu. Pourquoi est-ce que le gouvernement, et puis vous demandez à l'opposition de vous donner ces pouvoirs-là sur une période de temps indéterminée qui pourrait être très longue? En fait, moi, de la façon dont je le vois, puis qu'on pourra discuter là, si la terminologie dans le projet de loi peut être ajustée, mais notre objectif, c'est vraiment de l'avoir pendant 2 ans. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'on veut être capable d'avoir le temps nécessaire de mettre tous ces projets-là sur la voie de la réalisation. Alors, on a bien dit que c'était une mesure, oui, on veut reconduire les mesures sanitaires, au lieu de le faire à tous les 10 jours, on veut le reconduire là, pour une période au moins de 2 ans, c'est ce qu'on a comme objectif.
Parce que, vous savez, quand on planifie une construction d'école, où on ne veut pas à chaque fois se dire, bon, ben là, on a demandé le permis, puis là, dans 10 jours plus tard, ben on n'a plus l'autorisation d'aller plus rapidement comme on avait. Alors, c'est sûr que lorsqu'on parle de projet d'infrastructure, il faut avoir une visibilité, une prévisibilité plus longue. Et c'est pour ça qu'on a demandé à reconduire les mesures sanitaires jusqu'à temps qu'on décide de les enlever, et il y aura une procédure de terminaison qui sera appropriée. Et juste pour que je comprenne bien, là, parce que l'état d'urgence sanitaire peut... en fait, ça touche un paquet de sujets et pas juste les infrastructures, là. Est-ce que je comprends bien que le souhait du gouvernement, c'est de maintenir pendant 2 ans l'état d'urgence sanitaire? C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de s'assurer particulièrement dans le cas des infrastructures, je dis particulièrement dans le cas des infrastructures, d'avoir de la visibilité pour être capable de partir ces projets-là. Et c'est ce qu'on pourra discuter avec les oppositions pour qu'ils comprennent bien que notre objectif, c'est de prendre des projets qui font déjà un consensus parce qu'ils sont dans le PQI, on les amène dans une voie plus rapide pour s'assurer de leur exécution. Merci. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous deux. Monsieur Dubé, vous venez de prendre le rapport de la commission Charbonneau puis de le mettre aux poubelles avec votre projet de loi Mammouth, là. Mais s'il y en a un qui ne veut pas faire ça, c'est bien moi. Alors, qu'est-ce qui reste de la commission Charbonneau avec l'accélération des projets que vous faites? Bon. Premièrement, là, M. Laforêt, on ne touche à aucune loi qui vient de la commission Charbonneau. Ce qu'on va avoir au niveau de la loi sur les marchés publics, puis je vais être très clair, on va avoir un pouvoir habilitant de changer par règlement certaines choses. Puis je vais vous donner un exemple, parce que dans la consultation que le ministre des Finances et moi, on a faite avec le ministre de l'Économie, vous savez, on a fait des consultations avec les gens de l'industrie de la construction. Je pense que c'était un des premiers appels qu'on a fait il y a plusieurs semaines. Les gens, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est souvent des petites mesures qui ne coûtent pas cher, mais qui font une grosse différence, par exemple, dans les mesures de liquidité. Puis vous savez, M. Laforêt, que même l'ancien gouvernement avait lancé des projets pilotes sur la façon de faire des paiements plus rapides dans l'industrie de la construction. Il n'y a pas eu encore d'officialisation de ces fameux projets pilotes-là pour les mettre ou modifier les lois de contrat public. C'est ce que l'industrie nous demande. On peut très bien faire ça tout en respectant la vocation, ou je dirais l'esprit de la commission Charbonneau, parce que je dirais 90% et plus des recommandations de la commission Charbonneau ont été implantées. Et là, aujourd'hui, ce qu'on veut, encore une fois, comme on le dit, c'est de l'agilité. Alors moi, je suis très à l'aise à dire qu'aujourd'hui, dans le projet de loi, ce qu'on demande, c'est le pouvoir habilitant de le faire. Ça va se faire par décrets qui vont être publiés. Puis à ce moment-là, il n'y aura pas de surprise. Je vous le dis, un des premiers qu'on voudrait mettre en place, c'est la question des liquidités pour s'assurer que nos contracteurs sont capables d'avoir un peu d'air frais, étant donné toutes les difficultés qu'on a eues depuis l'arrêt de la construction. Dans le rapport de le vérificateur général, on fait clairement état aujourd'hui que le ministère des Transports peine encore à régler tous les problèmes d'extra puis de surplus. Et là, vous allez accélérer les contrats, entre autres en infrastructure, alors que le MTQ, depuis 10 ans, n'arrive pas à faire le travail. Donc, qu'est-ce que ça signifie, là? On s'en va encore vers un mur? Mais j'en ai parlé beaucoup avec M. Bonnardel au cours des dernières semaines, puis je pense qu'avec tous nos collègues, un des enjeux, puis je le répète, c'est que je ne crois pas qu'en marché public, on profitait, je l'ai dit récemment, qu'on profitait de la marge de manœuvre qu'on a pour choisir des types d'appels d'offres qui peuvent être faits. Malheureusement, comme vous savez, il était souvent plus facile, puis le vérificateur le mentionne, de prendre la règle du plus bas soumissionnaire, parce que dans ce cas-là, on est certain qu'on dit on a payé le moins cher. Mais c'est sûrement pas souvent le meilleur qui a été sélectionné, parce qu'il faut avoir d'autres critères. Il faut avoir des types d'appels d'offres où on fait participer les contracteurs, on les compense s'ils ne sont pas retenus. On a commencé depuis quelques années à faire de plus en plus ce genre de contrat-là. Et je pense que ces nouvelles pratiques-là, ces meilleures pratiques-là,
sont maintenant beaucoup plus reconnus au ministère des Transports. Puis je pense que, encore une fois, je le dis, la crise nous amène... je vais vous faire peut-être un mauvais parallèle, si vous me permettez, mais on a vu la crise nous a aidés dans le télétravail, à pousser le télétravail. Elle a poussé la télémédecine. Moi, je pense que la crise peut nous aider à être plus efficace de la façon dont on donne des contrats, tout en respectant ce qui a été mis en place dans la LCOP, c'est-à-dire pour les contrats publics. Le troisième lien, il fait-tu partie des projets accélérés ou il vient de tomber dans les limbes? Non, il n'est pas tombé dans les limbes, mais je le répète, puis c'est la même chose avec le tramway de Québec. C'est des projets qui avancent, qui ne sont pas rendus aux mêmes étapes, mais en ce moment, quand on a regardé où était rendue l'analyse du troisième lien, il n'y avait pas besoin des aménagements sur les 4 critères dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors donc, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le projet, mais au contraire, ce projet-là continue. Je vous réponds, si vous me permettez, sur le tramway en même temps, parce qu'on est à Québec. C'est la même chose. On a mis dans le projet de loi, quand on a donné les autorités à la Ville, on leur a donné les fonds pour travailler, pour être capable d'avancer. Il y avait même des mesures au niveau de l'expropriation. Donc, on a vraiment identifié des projets qui avaient besoin de ces aménagements, et ceux qui sont là restent une priorité au niveau du PQI. Mylène Si Craig, je peux préciser, c'est-à-dire que pour être dans la liste, nécessairement, vous devez avoir besoin d'assouplissement dans un des 4 critères. Là. Voilà. Il y a d'autres projets qui vont se faire. Ce n'est pas l'ensemble des projets d'infrastructure du Québec pour les 2 prochaines années qui est dans la liste. Mais si vous avez besoin d'assouplissement dans un des 4 critères qui sont mentionnés, l'expropriation, le domaine de l'État, l'urbanisme, l'aménagement, les autorisations environnementales et fauniques, à ce moment-là, vous êtes dans la liste. Merci. Mylène Craig, Le Devoir. Est-ce que je comprends bien, est-ce que vous, en quelque sorte, vous levez l'obligation d'avoir une évaluation environnementale pour les projets qui... Pas du tout. Non, pas du tout. J'apprécie votre question, Mme Craig. Pour moi, là, je vais vous donner un processus. Vous savez que le processus le plus important environnemental, c'est le BAP, particulièrement dans des... Alors, il n'y a aucun changement qui se fait au niveau du BAP. Ce qui va se faire, c'est souvent en amont. Quand je dis en amont, c'est est-ce que l'évaluation environnementale, processus de consultation, les choses qui doivent être faites pour en arriver au BAP, est-ce qu'ils peuvent être accélérés? Là, je vais peut-être rentrer un peu dans la technicalité, mais vous allez voir ce soir, quand on pourra en parler, pour qu'on l'a fait avec les... Ce que Benoît Charest, ce que le ministre de l'Environnement, M. Charest, a expliqué, c'est qu'on va demander des assouplissements en amont, mais en fonction de certains du critère d'impact environnemental du projet. Si, par exemple, c'est un critère de... J'essaie de me souvenir de la terminologie. Si c'est un impact négligeable, il n'y aura pas vraiment d'aménagement. Si c'est un impact modéré, on va s'assurer que le délai reste raisonnable, mais qu'on est capable d'arriver avec la bonne consultation populaire pour être capable d'aller au BAP. Alors, j'aimerais vous dire qu'au cours des prochains jours, quand on aura la chance de prendre projet par projet, je pense qu'en environnement, là, juste pour vous donner une idée, il y a à peu près une 50aine de projets, des 200, qui vont avoir besoin de ces aménagements-là. Mais là, je n'ai pas encore la liste de dire lesquels qui sont mineurs, modérés ou importants. Mais c'est comme ça qu'on va être capable d'être agile, parce qu'on ne peut pas demander le même assouplissement pour tous les projets. Mais je vous dirais que la finalité, par exemple en environnement, un projet qui avait besoin d'un BAP va avoir encore un BAP. Donc, c'est au cas par cas, si je comprends. Bien, c'est au cas par cas, mais le deuxième critère, tantôt Éric a parlé de critères d'environnement, moi, ce que je vous dis, c'est qu'avec la réflexion que le ministère de l'Environnement nous a dit, bien, on est prêt à faire des accommodements, mais en autant qu'on ait une qualification d'un projet qui est mineur ou d'impact négligeable, modéré ou important. Mais là, ça, est-ce que ça va s'appliquer, par exemple, uniquement aux grands projets d'infrastructures qui étaient déjà prévus, que ce soit en transport collectif? Donc, à tous les projets. Toute la liste, tantôt, plus là, les ajouts qui... Je serai capable de vous présenter, parce que vous allez
encore une fois, je le redis, là, parce qu'on a le temps, la semaine prochaine, avec l'opposition, de travailler là-dessus. On vous fournira des tableaux. Vous pouvez voir que le même projet, des fois, peut avoir un aménagement en environnement, il peut avoir un aménagement sur l'infrastructure, puis il peut être de propriété gouvernementale. Alors, c'est pour ça que c'est ces projets-là qu'on a dit on a besoin d'avoir nos 3 ou 4 ministères ou 5 ministères qui travaillent ensemble. Les ajouts à votre liste doivent soit contribuer à l'autosuffisance médicale ou l'autonomie alimentaire du Québec, si je comprends bien? Oui. Ça, c'est pour les ajouts aux 200 projets qui sont dans l'annexe. Alors, c'est sûr que mon ministre des Finances il dit 200, c'est beaucoup, on est d'accord. Et là, ce qu'on va vouloir faire avec l'opposition, c'est de dire, regardez, on est prêt à en mettre d'autres. Là. C'est quand même, on n'a pas inventé la liste, mais c'est sûr qu'on apprécierait et qu'on en rajouter. Puis le dernier commentaire que je ferai là-dessus, c'est qu'on s'oblige à revenir en commission parlementaire par le bon ministère pour faire cette demande-là. Fait que si, gardons ça simple, si aujourd'hui ou si la semaine prochaine, on avait une acceptation des 202 projets et que quelqu'un veut revenir dans 6 mois puis dire « je veux rajouter celui-là », bien c'est quelle commission parlementaire qui devrait répondre à l'Assemblée nationale que tel projet? Est-ce que ça serait la commission parlementaire au niveau de l'économie parce que c'est un projet d'infrastructure ou, par exemple, ça pourrait être forêt, faune et parc parce que c'est un projet d'école, je ne sais pas dans quelle région. Ça va-tu? Oui. Alors, on se donne et on veut fournir, puis si vous me permettez, on veut vraiment donner à l'Assemblée nationale le pouvoir de revision. Tous ces projets-là qui vont avoir été acceptés, l'Assemblée nationale va se faire présenter au bout d'un an où sont rendus chacun de ces projets-là qu'on a mis dans la liste aujourd'hui. Alors, on donne le droit à l'Assemblée nationale de reviser l'état d'avancement des 202 projets. Très bien. Vincent Larin, QMI. Oui, bonjour, M. Dubé, M. Girard, vous m'excuserez, mais vous avez dit que les projets étaient relativement consensuels. C'est peut-être pas le cas nécessairement pour les maisons des aînés, entre autres, auxquels je pense, mais comment est-ce qu'on vous assurez de ne pas vous faire accuser là, d'avancer des projets politiques? Si c'est possible de peut-être préciser les critères qui ont... Bien, écoutez, comme j'ai dit, je pense à 99% des projets qui sont là sont des projets qui sont déjà dans le PQI. Fait qu'il n'y a pas de... Quand les projets ont été mis dans le plan québécois des infrastructures, c'est des projets pour la plupart qui étaient déjà là et qui étaient là sous le règne du précédent gouvernement, auquel c'est la deuxième fois qu'on en ajoute. Fait que je pense que vous allez retrouver, puis je pense dans le cas des écoles, des routes, il y a plusieurs projets. C'est sûr que la Maison des aînés, c'est un projet qui est plus identifié à la CAQ, mais on n'en a pas honte. Puis deuxièmement, je pense que tout le monde réalise aujourd'hui l'importance de donner à nos aînés un environnement de maison différent de celui qui est disponible dans plusieurs CHSLD aujourd'hui. Par contre, comme complément à votre question, je peux vous dire qu'on a fait attention de s'assurer qu'il y a une représentation géographique correcte. Parce que c'est sûr qu'en région, bien écoutez, c'est la réalité. Notre gouvernement est un gouvernement qui est très présent en région, mais quand vous allez compter le nombre d'écoles qu'on construit, qu'on rénove à Montréal, c'est pas les comtés de la CAQ qui vont en profiter. Alors, c'est ça qu'on va avoir l'occasion de discuter avec les oppositions, c'est de regarder les travaux de route, les travaux d'école, les travaux d'hôpitaux, et je pense qu'à ce moment-là, les gens vont être capables de vraiment apprécier qu'il n'y a pas de partisanerie à l'intérieur. On a essayé de faire ce qu'il faut pour que l'économie soit relancée, mais de moderniser nos infrastructures. Si je peux me permettre, l'ultime bénéfice, c'est une réalisation plus rapide des projets. Donc, en 2020, en 2021, un montant de notionnel d'infrastructures réalisées plus important grâce à ces assouplissements-là. Mais les projets, en tant que tels, sont déjà dans le PQI. Il y a des projets là-dedans là, qui sont consensuels. Puis permettez-moi de
souligner ce qui va se faire, ce qui est contemplé pour Laval, l'autoroute 15. C'est des projets dont le Québec a besoin, là. Et c'est pendant que la demande privée est moins forte, qu'il y a moins de monde sur les routes, que la main-d'œuvre est disponible, que les prix sont moins élevés, qu'on veut accélérer ces projets-là et au bénéfice de tous. La réalisation de ces projets-là, si ça améliore la fluidité des transports à Montréal, dans la région métropolitaine, c'est bon pour tous les Québécois. La rénovation des écoles, c'est essentiel, là. On veut tous que nos écoles soient en meilleur état. Merci. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. J'aimerais revenir donc au rapport de la vérificatrice générale, effectivement, qui constatait qu'il y a plusieurs postes d'ingénieurs, de techniciens qui ne sont pas comblés, même si ça fait plusieurs années qu'on s'est fixé des objectifs. On note aussi des problèmes liés à l'estimation correcte des coûts au ministère des Transports. Et la vérificatrice, donc appelée à se prononcer sur vos intentions, a elle-même dit qu'elle était préoccupée par un accroissement des investissements, étant donné que dans certains cas, on a de la difficulté à même réaliser le nombre de projets habituels, en tout cas en ce qui concerne le MTQ. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque à vouloir trop accélérer les choses, qu'on finisse par payer plus cher certains projets en mettant de côté certaines règles habituelles? Bien, écoutez, je vais répéter, là. Il n'y aura pas de modification aux lois qui vont faire qui vont mettre en danger l'intégrité des projets. Je vais être très, très clair là-dessus. Là. Il n'y a aucune mesure d'assouplissement qui vont mettre en danger l'intégrité. Le ministère des Transports, et on en a parlé beaucoup à l'interne depuis les problèmes que vous faites référence, il y a eu énormément de changements, et notamment, je peux vous dire, parce que je suis au Conseil du Trésor, alors quand les projets doivent venir être présentés par ce qu'on appelle les projets majeurs, dans le cas, les projets majeurs de façon globale au gouvernement, c'est 50 millions et plus. En voirie et dans travaux routiers, c'est 100 millions et plus. Maintenant, quand ces projets-là viennent au Trésor, je peux vous dire qu'il y a une explication très claire de ce qui va être fait et le suivi qui est fait notamment par les gens de nos analyses est beaucoup plus rigoureux qu'il l'était avant. Alors donc, je m'excuse de dire ça aussi clairement, c'est sûr qu'ils ont noté des choses qui malheureusement étaient la réalité, mais je peux vous dire que depuis un petit peu plus que 18 mois qu'on est en place, chacun des projets majeurs doit repasser au Conseil du Trésor pour être examiné puis expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans tel projet. Alors, il y en a eu des histoires d'horreur. Quand on pense au projet de l'hôpital, du transfert de McGill, j'ai passé le Conseil du Trésor la semaine passée à en discuter puis d'avoir des explications qu'est-ce qui est arrivé. Vous avez raison, il y a eu ces choses-là qui sont arrivées par le passé, mais c'est pas les assouplissements qu'on demande dans certains délais de nature environnementale qui vont faire la différence. Alors, moi, je vais vouloir rassurer la vérificatrice qui fait un très bon travail qu'on n'est pas là. On ne met pas en danger l'intégrité des contrats publics. Encore une fois, c'est juste une précision. Normalement, au niveau des coûts, lorsqu'il y a moins de projets privés et qu'il y a plus de travailleurs disponibles, toutes choses étant égales par ailleurs, les coûts devraient être moins élevés, là. Il va y avoir moins de compétition pour les travailleurs, pour embaucher des contracteurs généraux. Il est possible qu'il y ait des projets privés en cours ou prévus qui soient retardés, malheureusement. Mais ça nous permet d'utiliser cette main-d'œuvre-là, d'utiliser l'expertise des entrepreneurs généraux québécois, puis potentiellement d'avoir des prix moins élevés. Maintenant, vous pardonnerez ma question peut-être un peu naïve. Là, je comprends que la situation est exceptionnelle, qu'on a besoin d'une souplesse additionnelle. N'empêche que les procédures qu'on écarte, habituellement, elles servent un objectif. Or, vous nous dites qu'il y aura, au final, pas vraiment de changement, que l'environnement va être respecté, que les règles d'attribution des contrats vont être respectées. Alors, ces règles habituelles-là que vous écartez dans le contexte de la pandémie, ont-elles vraiment une utilité si on peut s'en passer sans qu'il y ait de dommages collatéraux?
Bien, écoutez, je pense qu'une des raisons que je répondais à M. Chouinard tout à l'heure, pourquoi que notre objectif, c'est d'avoir 2 ans, un peu comme les projets pilotes qu'on a faits en construction, j'aimerais bien ça dans 2 ans, de dire, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un délai d'1 an ou est-ce qu'un délai de 3 mois est suffisant si ça fait 2 ans qu'on fonctionne puis les projets ont été réalisés? Moi, je pense que c'est exactement ça. Et c'est pour ça, tout à l'heure, M. Lavallée, que je faisais la comparaison avec le télétravail puis la télémédecine. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour Mme McCann de dire, regardez, je vous le disais que la télémédecine, ça peut se faire, puis ça peut désengorger les urgences. Bien, moi, si un délai de 3 mois maintenant est suffisant dans un terrain qui est de propriété du gouvernement, puis en ce moment, ça prend 1 an, bien, pourquoi qu'on ne s'essaye pas pendant quelques temps avec 3 mois, puis on prendra une décision ensemble après cette période-là pour dire, bien, ça va déjà mieux, on est moins bureaucratique, on est plus agile, puis on est capable maintenant de relancer l'économie. Alors, je pense qu'on doit démontrer qu'on va garder la rigueur, mais qu'on va être plus agile. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour, messieurs. D'abord, une question pour M. Girard. Quel sera l'effet de l'accélération de ces chantiers sur le niveau d'endettement du Québec? Bien, d'abord, le PQI, tel que prévu à 130 milliards et dans les cibles d'endettement du Québec actuel, là où il y a un changement important, c'est que nous avions prévu l'équilibre budgétaire qui, dans les faits, était un surplus annuel comptable qui correspondait à la contribution au Fonds de génération. Alors, on avait un horizon 5 ans avec un surplus moyen de 3 à 4 milliards de dollars. Et là, cette année et l'an prochain, il y aura des déficits importants et c'est ça qui modifie la trajectoire de la dette du Québec. Puis, si je peux ajouter, ce qui va être important, tout le monde, tous les gouvernements vont avoir une augmentation de leur endettement. Ce qui va être important, c'est qui aura un plan crédible de retour vers l'équilibre budgétaire, de contrôle de son endettement. Et je pense que c'est important de le dire, les Québécois ont fait des efforts très importants au cours des 15 dernières années. Et la crise est importante, mais il ne faut pas perdre l'objectif, qui est de dégager des ressources pour les Québécois, parce que le service de la dette, c'est le 3e poste budgétaire du Québec. Et par ailleurs, simplement pour récapituler sur la réponse que vous avez donnée, M. Dubé, concernant donc, les mesures de contrôle de dépassement des coûts, donc vous donnez aux Québécois la garantie qu'il n'y aura pas d'irrégularité dans la réalisation de ces contrats-là? Bien, je vais vous dire que la réponse est oui, parce qu'on a démontré depuis la commission Charbonneau qu'il y a eu beaucoup d'améliorations du côté de la gestion des contrats publics. Est-ce que pour moi, la vraie question, c'est est-ce que ces mesures d'allègement-là en matière d'environnement, d'expropriation, de territoire de propriété québécoise ont un impact sur l'intégrité? La réponse est non. Mais on va continuer, pour répondre à votre question, à avoir la même rigueur que nous avons eue depuis 2 ans. Et je pense que quand la vérificatrice générale pourra faire l'exercice de continuer à faire cette revision-là au cours des prochaines années, moi, je suis certain que ce qu'on annonce aujourd'hui, qu'on regardera dans 2 ans, n'aura pas eu un impact négatif. Au contraire, on va être plus agile, on va être capable de mieux travailler avec nos entrepreneurs tout en restant dans les limites de la loi. Si vous permettez juste une précision, pour la liste des 200, est-ce que les partis d'opposition ont été consultés? Ils n'ont pas été consultés pour le moment. Puis, par contre, comme on a dit depuis le début, on n'a pas sorti cette liste-là d'un chapeau. On a pris ce qui était dans le PQI. Il n'y a pas personne qui va apprendre un nouveau projet dans ça. La seule chose qui est importante, puis j'apprécie votre question, c'est si on demandait un projet de loi comme ça, avec les mêmes 55 articles qu'il y a dedans, sans une liste spécifique, ça serait différent. Ce qu'on fait, c'est qu'on met la liste, puis
puis on dit, écoutez, ça vient du PQI, voici la liste, maintenant discutons du projet de loi. C'est un peu, vous savez, quand on entend souvent l'opposition, puis Dieu sait, je l'ai été, ils disent, vous nous demandez vous demandez de faire des changements par règlement, puis les règlements, vous ne les dites pas. Là, c'est pas ça qu'on a fait. On a dit, voici la liste des projets, puis maintenant, discutons du projet de loi. Et ça, je pense, et c'est pour ça que j'ai senti, en tout cas, vous l'avez peut-être senti aussi, que l'opposition, ce matin, n'était pas en réaction négative. Ils ont dit, on va prendre le temps de l'analyser, puis j'espère que c'est ce qu'on fera dans les prochains jours. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, M. Dubé, M. Girard. Juste sur les... Je vais revenir sur sur le rapport de la vérificatrice générale, parce que, bon, vous dites que depuis que vous êtes en poste, la révision des contrats se fait au Conseil du Trésor, etc. Je veux bien, là. Mais les vérifications qu'elle a faites, c'était des contrats qui touchaient 2018-2019 et 2019-2020. Ça, vous étiez là, à cette époque-là. Et donc, elle note, entre autres, la mauvaise estimation des contrats dans 44 des cas, soit surévalués, sous-évalués. Elle pointe du doigt notamment le manque de ressources, et là, on parle du ministère des Transports. Au ministère des Transports, il manque d'ingénieurs. Ils ne sont pas capables d'en trouver. Même s'ils voulaient, là, ils ne sont pas capables d'en trouver. Alors, ça fait en sorte qu'il y a une mauvaise évaluation. On se fie beaucoup, on est dépendant des firmes de génie conseil à qui on fait appel de façon de plus en plus importante, en fait, parce que ça a augmenté entre 2018, 2019, 2020. Là. On est rendu à 270 millions de contrats qui sont accordés à des firmes de génie conseil. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous dire qu'il n'y a pas de problème dans l'attribution des contrats depuis que vous êtes là, alors que la vérificatrice générale dit le contraire? Elle dit, on a regardé ce qui se passe, les évaluations ne sont pas bien faites, puis au ministère des Transports, on n'a même pas les ressources pour vérifier ce que font les firmes de génie conseil. Tu sais, je comprends là, l'idée des lunettes roses, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas avec ce que dit la vérificatrice. Écoutez, je vais vous dire qu'il n'y a pas de lunettes roses ici, là. Ce que je vous dis, c'est que la rigueur de la façon dont on travaille dans les contrats, elle est là. Qu'on travaille une fois que le contrat est accordé. Ce que la précision que je veux apporter, c'est dans l'estimé dont vous parlez. Et ça, pour moi, là, M. Bonnardel, notre ministre des Transports, il en est très conscient parce que il y avait, puis je pourrais vous donner des exemples où on donnait des estimés dans des phases initiales. Puis je m'explique. On est en ce qu'on appelle le dossier d'opportunité. Vous savez, cette étape-là où on dit, on pense que c'est un projet de 50 millions, puis c'est quand on arrive en dossier d'affaires que là, c'est rendu un projet de 75 ou 100 millions. Je pense qu'il y a une amélioration. Je suis convaincu qu'il y a une amélioration, et vous avez raison, et la vérificatrice a raison, dans l'estimation. Mais lorsqu'on arrive à avoir le bon estimé puis d'avoir eu le bon appel d'offres, il n'y a pas de mauvaise rigueur dans le travail qui est fait entre le ministère et le contractant. Où on doit s'améliorer, c'est d'arriver aux bons chiffres que l'on publie puis avec lesquels on accepte d'appel d'offres. Je fais cette différence-là, M. Lacroix, parce que pour moi, c'est là qu'est l'enjeu en ce moment. C'est que souvent, on se disait, et je répète, on était avec des appels d'offres où c'était le plus bas soumissionnaire qui comptait. Puis à ce moment-là, on choisissait un prix le plus bas possible pour être capable de le donner puis de dire on a fait notre travail, alors que maintenant, on est de plus en plus, et ça, la vérificatrice le sait, on va être avec des choix d'appels d'offres qui vont être différents, qui vont permettre aux fournisseurs d'influencer la façon dont on fait les choses, mais ils vont être maintenant commis au prix qu'ils mettent sur la table. Alors, je vous dis qu'il y a une amélioration des processus, puis c'est sûr que ça va s'améliorer, ça va continuer de s'améliorer. Je peux donc, oui, permettez-moi d'ajouter un point, je pense, qui est important. Là. Jusqu'en février 2020, le Québec était au plein emploi, quasi surchauffe de l'économie, performance exceptionnelle 2019. On aura des statistiques sur l'emploi aux États-Unis, au Canada, vendredi. La situation de l'emploi au Québec a complètement changé. Si le ministère des Transports a besoin d'embaucher des ingénieurs
pour faciliter la réalisation de ce qui est proposé aujourd'hui, il y aura des ingénieurs de disponibles sur le marché du travail. C'est la situation actuelle et c'est pour ça que la situation est urgente, exceptionnelle, et la possibilité pour le ministère des Transports d'embaucher des ingénieurs aujourd'hui est tout autre qu'elle était jusqu'en février 2020. Monsieur Lacroix? Donc, en fonction de ça, et malgré les constats de la vérificatrice générale, vous êtes capable de nous dire que dans aucun des 202 contrats qui vont être, ou projets qui vont être accélérés, là, il y aura de dépassement de coûts, il y aura des mauvaises évaluations, tout va se faire. Vous êtes capable de conclure ça. Écoutez, ce que vous avez dit tout à l'heure. M. Lacroix, ce que je vous dis, là, c'est que la rigueur qu'on applique présentement, les nouvelles façons de faire dans des contrats d'appel public, les nouvelles méthodes qu'on utilise vont nous permettre de minimiser ces erreurs-là. Est-ce que dans les 202 contrats, il y aura des surpassements de coûts? J'espère que non, mais je pense qu'on va être dans une situation totalement différente pour des raisons. Le ministre des Finances vient de donner l'explication de la surchauffe de l'économie. Là, on a un enjeu, je vous le dis, qui est très clair. On a des entrepreneurs qui viennent nous voir et disent, bon, mais maintenant, à cause de la distanciation sur les sites, on va être moins efficace. Alors, moi, j'exige du ministère des Transports d'en tenir compte dans l'évaluation qu'ils font. Il va falloir avoir ces discussions-là avec les contracteurs. Alors donc, je n'irai pas prendre un engagement sur les 202, mais le principe, puis j'apprécie votre question, c'est sûr qu'on va s'assurer qu'il va y avoir une rigueur pour livrer la marchandise à l'intérieur de ces budgets-là. Merci. 2 questions rapides. Votre projet de loi a-t-il la bénédiction de la ministre Sonia Lebel, qui, rappelons-le, a été procureure en chef de la commission Charbonneau? Tout à fait. Écoutez, on a eu dans les derniers jours des discussions. Vous savez très bien que Mme Lebel siège aussi au comité législatif. Alors, il y a eu des discussions pour s'assurer qu'on avait son aval et qu'il y avait une opinion qui avait été émise pour s'assurer qu'on respectait toutes les lois. Et quel sera l'impact du plan de relance, dont l'accélération des chantiers sur le produit intérieur brut québécois? Ah, mon Dieu, je pense que mon ministre des Finances va être heureux de répondre à cette question-là. Mais, comme vous savez, le PIB nominal du Québec était de 460 milliards en décembre 2019. Alors, 4,6 milliards d'infrastructures de plus, c'est 1% du PIB. Et on estime que pour 1% de dépenses publiques supplémentaires en infrastructure, on aura un multiplicateur de 0,5. Alors, j'ai donné plusieurs chiffres, là, mais pour 5 milliards d'infrastructures, 0,5% de PIB supplémentaire. Dans les faits, ce qu'on a annoncé pour cette année, c'est 3 milliards de plus. Mais il y a tout le défi que nous avons été fermés pendant 2 mois. Tu as parlé le président du Conseil du Trésor a parlé des règles de distanciation qui peuvent affecter la productivité. Si l'annonce d'aujourd'hui permet marginalement de réaliser 4,6 milliards d'infrastructures de plus cette année et l'an prochain, ce serait 0,5% du PIB. Très bien. C'est maintenant le temps des périodes des questions en anglais. Juste avant, il y a une précision demandée par Tommy Chouinard. Donc, je comprends que la valeur des projets estimés, les 202, c'est près de 5 milliards, c'est... Oh non. OK, excusez. Je peux peut-être juste apporter une précision, là. On donnera la valeur des projets parce que ce qui est difficile, si vous me permettez, c'est que dans le PQI, on regarde la totalité de la valeur du projet. D'accord? Quand on dit qu'on a pour 130 milliards sur 10 ans, alors là, on est allé choisir des projets, mais qui vont se réaliser des fois. Prenons par exemple un des trains,
le tramway sur la rive sud à Montréal, à Longueuil. Je pensais que tu allais dire Laval. Laval, OK. Je vais prendre celui de Laval, mais il va se réaliser sur beaucoup plus court, celui de Laval. Mais ça va être sur un certain nombre d'années. Vous donnez un chiffre, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui à l'intérieur de ces 200 projets-là? On est en train de le regarder parce que c'est une des choses qui va nous être demandée. Mais en ce moment, ce calcul-là, cette granularité n'est pas faite, mais on va la sortir. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce que la mesure nous amène, c'est d'être capable de maximiser les chances de faire pour 14 milliards d'investissements dans l'année en cours et de préparer la prochaine année. Parce que si on accélère, ça on en a parlé beaucoup avec tous nos ministres, c'est que ce projet-là nous permet de nous assurer qu'on a cette enveloppe-là encore l'année prochaine. Parce qu'au lieu de prendre 2 puis 3 ans de faire toutes ces mesures-là, on est capable, pour la prochaine saison de construction, d'être capable de faire ces projets-là. Donc, et juste pour le 4,6 milliards, référé à quoi, donc? À 1 du PIB nominal. J'ai voulu simplifier les calculs, là, et je les ai compliqués. Alors, je m'en excuse, là. Dans les faits, nous visons 14 milliards d'infrastructures publiques en 2020-2021, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Oui, Monsieur le ministre des Finances. Oui, merci. Très bien. Rapidement, Mme Crête. Monsieur Dubé, vous avez parlé d'un geste responsable. Trouvez-vous ça responsable de déposer un projet de loi aussi volumineux à 1 semaine et demie de la suspension des travaux pour l'été? La réponse, c'est oui. Je l'ai dit, circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Il a fallu trouver avec les ministères au cours des derniers jours, d'être capable de dire comment on peut mieux travailler ensemble. On règle vous le savez, on règle les problèmes un jour à la fois. Les gens parlaient d'un projet mammouth ou d'un projet, moi je vous dis, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. On a obtenu un consensus au cours des derniers jours à travers les ministères pour s'assurer notamment qu'en environnement, on allait respecter les règles, qu'on allait le faire avec la faune. Donc, ça nous a pris un certain temps de l'amener. Et je pense qu'on a un délai quand même raisonnable. On sait que c'est beaucoup, mais il n'y a pas 12 projets de loi d'ici les 2 prochaines semaines. C'est le plus important. Alors, je pense que c'est raisonnable de demander à l'opposition de travailler avec nous. Encore une fois, je suis optimiste qu'on va trouver des solutions pour en arriver à une entente. C'est maintenant le moment des questions en anglais. Philippe Autier de Gazette. Hello there. Some of the language of this bill could raise some alarm. You're streamlining, you're replacing regulations. You say here somebody could pay financial compensation to the Minister of the Environment if their project threatens a vulnerable plant species or wildlife habitat. Basically, people could buy their way through this the environmental situation. So, how can you not? How do you respond to people who will look at this bill and say it's a power grab by the government? Okay. Well, the example that you're choosing right now are good because those measures are already in place to get compensation for somebody that do specific. They're already there. Okay, so we're not changing the rules. We're not changing the law. We're asking to accelerate how those demands will be accepted or refused. Okay, so your point is very well taken. But what we're saying is, if, for example, it's a species that is in danger, we will not go there, okay? But if there is some adjustment at the beginning of the process to say, okay, we could give it to you, here's what will be the amount of compensation, which is already in the law, we'll try to negotiate the time span at the beginning of the process. And you maintain that if a BAP is necessary, you will still do the BAPs? Change. That's no change on that? No change. If the environmental impacts are important, there will be a BAP. That's right. Okay. More specific question for the Minister of Finance. Can you go over the numbers you mentioned again? You're going to present your economic update on June 19th. You've already given us quite a bit of hints of that things are not going very well.
with your original March forecasts. How does this injection of money, because you have the infrastructure projects you already announced, you're speeding up the process, how will this boost the gross domestic product? Well, infrastructure are amortized over 20 years. On average. Thank you. So the financial impact of, for example, when I present the update, there will be a line, budgetary impact of increasing infrastructure by $3 billion, which is what we've announced, which was not known. So the capital reimbursement and the interest expense associated with this $3 billion will be clearly identified, just like protective equipment in healthcare will be properly identified. The exercise of June 19 is an exercise in transparency, and we will take the picture as late as we can. We're targeting June 9th for the picture. We're going to take the economic picture, the financial framework picture, and we will most likely go only with electronic-only documents in order to streamline the process and provide an updated picture. As you know, the federal government, the Bank of Canada, have not yet produced a forecast for this year, 2020, nor in terms of the economy, in terms of the budgetary impact. So we want to give, as precisely as possible, to Quebecers the state of the economy and the financials. Thank you. Cathy? Good afternoon to both of you. Mid-March, the government declared the public health emergency. It gave to the Legault government considerable power, including there is no need to go through call for tenders for any purchases. In this context, Mr. Dubé, why Quebecers would trust you when you say that you promise that the integrity for public contracts will be kept with this bill? Yeah. Well, I think we need to separate what is being done, for example, in the purchases of sanitary equipment versus what we do for infrastructure projects. Now you're asking for 2 years of the public health emergency. And one of the key reasons, I think people will understand that we're asking this, is the previsibility, to be able to forecast properly how do you construct, I said earlier, 90 projects in the healthcare system. We're not buying masks here. We're not buying Strausses. We're buying for billions of schools and hospitals. So what we're asking here is not to change the way the public contracts are being managed. We're not changing the law. We're changing how we authorize going there by some of the measures that are what we call administrative procedures, delays. When do you get the authorization? Can you do something that usually takes 9 months? Can you do it in 3 months? This is what we'll give in detail. So I think the integrity of those contracts is not at risk. But what we're asking, instead of voting the sanitary measures every 10 days, we're dealing with infrastructures that need long-term planning. And that's the reason I think people will understand that if the opposition agrees with our list, and I'm sure they will ask a little bit of tweaking, I'm not surprised. But I think people will understand that we're not after integrity. We're after previsibility, and I think people will understand that we're doing the right thing. It's just because, and you can answer this question too, people are desperate and will be more desperate. So when you have infrastructures projects like this, sometimes it's easy to lose it, and then you like to have a higher cost than expected, because
I mean, you have a Quebec society that is going through layoffs, the slowdown of the economy. This plan is crucial to revamp, to boost the economy, but you'll have people desperate that they need those contracts. They'll do everything for it. Well, do everything. It's going to be our job to make sure that they do the right thing to get those jobs. But I give the example earlier, if you allow me, that those contractors, that they are partners, and they're asking right now some liquidity measures because they've been hit hardly. And they didn't have any compensation for us stopping the construction sites, okay? Are we able to have measures that don't cost any money to the government, but will pay faster? You know, if for example, the government now is paying in 60 days, 90 days, the rules for paying are sometimes complex, because not only you're paying the main contractor, but that main contractor doesn't have the money to pay the subcontractors. We need to find ways to be more efficient, and if we pay properly, faster, as we've done in the project pilot that have been done over the last 2 years, 3 years, I think we'll find ways that are not costing the Quebecers more money, but will be able to compensate what the private cannot do right now, and that as a government we can do. Samuel Pouliot, CTV News. Maybe on another topic about the Air Canada and Air Transat deal. If the deal doesn't go through and Transat gets close to bankruptcy, would you be willing to bail out Air Transat? We're looking for Pierre to answer this question. This is a difficult situation. We'll let the Minister of the Economy answer your question. I'm sure he can be available. I do not have I'm not close to this file. Thank you. Je vous demanderai de répondre en français. Est-ce que le ministre de l'Économie vous a contacté pour une éventuelle participation financière dans Air Transat? Le ministre de l'Économie me contacte vraiment souvent dans les dernières semaines. C'est un plaisir de travailler avec lui. Il ne m'a pas contacté particulièrement à cette transaction, non. Très bien. J'ai 2 questions transmises par courriel par Raquel Fletcher de Global News. Alors, how long will it take for Quebec to recover given that the crisis isn't over? And how worried are you about unemployment? Okay, so I had the opportunity to list a KPI as to what we want to do. 2019 was a great year, and we started 2020 on a strong note in January, and the employment number in February were good. We had this interruption, 40% of the economy for 2 weeks. So what we are aiming to do, a good KPI, is we would like to recover the level where we were in December 2019 by December 2021. So this year is going to be a negative year, the worst year for the world economy since the Second World War. 2021 is going to be a rebound year. So if the rebound can compensate for the decline, this will be a positive development. Okay, and what measures to support Quebecers do you have planned for if and when a second wave hits? I think we're all preparing for this possibility. So one reason that we need to manage public finance carefully is that there may be additional needs in the fall. And I can confirm to you that the health minister is preparing herself in terms of purchasing equipment. And as you know, we're trying to hire people in CHSLD. And so we're all preparing. All members of the cabinet are aware of the possibility of a second wave. Monsieur le ministre Girard, Monsieur le ministre Dubé, merci beaucoup. Merci Bon après-midi. Merci à tout le monde. Merci.